Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour aujourd'hui donc avec une lecture de ce livre dont vous voyez l'image et avec ce titre qui peut-être pour certaines personnes n'ont pas donné envie quand ils ont eu connaissance de sa sortie d'aller voir jusqu'à l'intérieur, puisque le titre étant provocateur effectivement ça peut être un prémisse de la remise en cause de ce qui est exposé à l'intérieur, de tout un tas de croyances par ce qui est exposé à l'intérieur de ce livre. Si vous êtes curieux, je vous invite à écouter quelques minutes d'extrait de la lecture de ce livre donc, qui est paru en 1998. Première édition, nous en sommes aujourd'hui à la 4e édition par la collection Résurgence, collection belge, donc édition belge. Donc, pour en finir avec Pasteur, le docteur Eric Ancelet, docteur en médecine vétérinaire en France et qui s'est donc fait éditer en Belgique. Alors, pour le sommaire et la table des matières, je peux vous donner quelques grandes lignes. Donc, ce livre est préfacé par le docteur Jean Elmiger, médecin à Lausanne, et également inventeur de la thérapie séquentielle en homéopathie, et également par le docteur Jacques Lacaze. Donc, préface de ces deux médecins, avant-propos, justification d'un iconoclaste, prologue de l'utopie à la désillusion, grand 2, entre mythes et légendes, l'histoire, 1, avant Pasteur, 2, Pasteur, empirisme et dogmatisme, la naissance d'un mythe, 3, après Pasteur, naissance d'une multinationale ou la poule aux œufs d'or. Un petit entracte dans ce sommaire, donc Pasteur chez l'homéopathe, portrait d'un tyran paranoïaque. C'est une petite insertion donc d'un portrait homéopathique du personnage. Grand 3, bactériologie méconnue et vaccinologie suspecte. Petit 1, les microbes font-ils l'amour ou la guerre? Petit 2, l'immunité, les gardiens du seuil. 3, que signifie vacciner? Et donc le grand 4, je vous ai passé les sous-parties, épilogue aux âmes bien nées, qu'est-ce que la santé de l'enfant blessé à l'adulte malade, avec une bibliographie abondante pour terminer. Donc moi je vous ai juste sélectionné quelques passages intéressants qui vous permettront de voir ce que le docteur Eric Ancelet a voulu dire dans ce livre, au-delà du titre provocateur. Et vous verrez ensuite, donc, s'il est intéressant pour vous, eh bien, d'aller voir dans le livre entier, parce que c'est vraiment une réflexion hors du commun, hors sentier battu, hors pensée unique. Et évidemment, ça remet beaucoup de choses en cause. Par contre, il y a énormément d'explications de la pensée qu'il défend, bien sûr, étayées de documents historiques. Très très pointu, c'est très précis. Voilà, donc je commencerai par la page 104. C'est donc en France que Pasteur va expérimenter sa méthode. Le 22 juin 1885, il injecte son vaccin à une enfant de 11 ans qui décède le lendemain. Trop tard, la rage était, dit-on, déjà déclarée. En juillet 1885, après plusieurs décès suite à un traitement jugé insuffisant, il inocule un enfant de 9 ans, le désormais célèbre Joseph Meister, qui sera le premier miraculé de la nouvelle méthode. Avec la complicité de Vulpian et Granger, il injecte des moelles de lapin de plus en plus virulentes, la dernière n'ayant qu'1 jour. Premier miraculé. À quoi le jeune Meister a-t-il survécu au juste ? Rien ne prouve que le chien mordeur était enragé, tandis que Pasteur ose écrire, Joseph Meister a échappé non seulement à la rage que ses morsures auraient pu développer, mais à celle que je lui ai inoculée pour contrôle de l'immunité due au traitement, rage plus virulente que celle des chiens des rues. Ainsi, Pasteur est si peu sûr que Meister soit atteint de rage sauvage qu'il prend le risque insensé de le contaminer lui-même. Mais est-ce vraiment un miracle que ce
solide petit Alsacien ait survécu. Ne convient-il pas plutôt de se référer au fameux concept de terrain? Que prouve cet exemple historique? Certainement pas l'innocuité ou l'efficacité des injections vaccinales, mais plutôt la robuste constitution de ceux qui ont subi les premières. À l'époque, la population en majorité rurale n'a certes pas la vie facile, mais les enfants qui survivent sont robustes et il n'y a ni alimentation industrielle, ni chimiothérapie, ni pollution de nature physique ou chimique. L'enfant rescapé a 9 ans et il est fort probable que les maladies infantiles ont achevé la maturation de son système immunitaire. Enfin et surtout, il n'a pas subi l'actuelle survaccination qui détruit définitivement les capacités immunitaires des nouveau-nés. Aucun enfant contemporain ne résisterait aux injections mortelles de Pasteur. Toutefois, les questions essentielles concernent la valeur scientifique de ces quelques essais qui vont justifier toute la pratique vaccinale ultérieure. Premier point, le chien qui mordit. Cet enfant était-il enragé? D'autres enfants furent-ils paraît-il mordus le même jour par le même chien, sans doute affamés ou battus, et aucun ne contracta la rage. Deuxième point, on sait depuis longtemps qu'un animal réellement enragé ne transmet la maladie que dans un nombre réduit de cas, entre 5 et 15%. Tout dépend du lieu de la morsure et bien sûr de l'état des défenses de la personne mordue. Meister fut blessé à la main. 5% de risque de contracter la rage par un chien dont il ne fut jamais prouvé qu'il était enragé. Pardon. Par contre, la rage qu'inoculait Pasteur, la rage dite de laboratoire, elle tuait à coup sûr. Si ce jeune berger ne fut certes pas le premier à survivre à la morsure d'un chien enragé, il fut sans conteste le premier à ne pas succomber aux dangereuses injections de Pasteur. Troisième point, Pasteur a alors 63 ans. Cherche-t-il à sauver des vies ou expérimente-t-il sans filet afin de prouver un scoop? Expérimente-t-il sans filet afin de prouver par un scoop spectaculaire le bien fondé de ses fantasmes? Si le fait qu'il inoculait sous la peau explique en partie que Meister ait survécu, est-il recevable au plan de l'éthique qu'il ait pratiqué une 13e inoculation avec la moelle d'un lapin enragé, mort le jour même, et donc un virus d'une virulence maximale? S'interroge donc le docteur Ansley. En octobre de la même année, un autre enfant survivra aux inoculations de moelle, un jeune berger de 15 ans, Jean-Baptiste Jupille. S'appuyant sur 2 cas plus que douteux, Pasteur fait une communication à l'Académie des sciences le 26 octobre 1885 concernant une méthode pour prévenir la rage après morsure. C'est allé un peu vite en besogne. Au cours de cette séance, son complice Vulpian osera dire que Pasteur n'a eu dans cette voie aucun précurseur que lui-même. Il ose aussi affirmer que la rage a trouvé son remède et que la méthode peut l'empêcher à coup sûr. Pourtant, des médecins s'insurgent contre ces déductions trop rapides, notamment le docteur Peter, l'un des plus farouches opposants de Pasteur, aujourd'hui considéré comme un obscurantiste. Beaucoup d'autres feront référence au décès suite aux injections de Pasteur chez des patients dont rien ne prouve qu'ils avaient contracté la rage par morsure. En novembre 1886, donc un an après ses premières expériences, Pasteur annonce environ 1700 Français traités par vaccination, la plupart depuis très peu de temps, dont certains vont succomber malgré les injections. Sait-on combien parmi ces 1700 personnes survivantes ou décédées furent mordues par un chien réellement enragé? Non. Très peu de chiens font l'objet d'un prélèvement avec ensuite inoculation au lapin, car alors les contrôles n'existent pas. En d'autres termes, seule plaide la bonne foi, entre guillemets. Et l'affaire Rouillé va nous éclairer sur cette bonne foi. Statistiquement, si tous les chiens avaient été enragés, au maximum 15% des personnes auraient déclaré la rage, soit environ 250. Nous sommes loin de la réalité. En 1886, les statistiques officielles font état de
351 cas de morsures par des animaux certifiés enragés. À cette époque, on compte en France moins de 30 cas de rage mortelle par an, soit moins de 10% des personnes mordues par des chiens certifiés enragés. À titre de comparaison, à l'hôpital général de Vienne et en 10 ans, sur 116 personnes mordues par des chiens enragés, 7 seulement succombèrent, soit 6%. On estime que Pasteur a traité à peine un tiers des victimes de chiens reconnus enragés, soit environ 117 personnes pour 1886. Le nombre de morts après traitement est officiellement de 53, dont 18 Français. En France, cette même année, 17 personnes meurent de rage en dehors de la clientèle de Pasteur, donc sans avoir bénéficié de la vaccination. En tout, 35 décès, chiffre déjà supérieur à la moyenne nationale. 18 décès, cela représente à peine 1% des 1700 personnes traitées par Pasteur, mais 15% des 117 personnes mordues par des chiens réellement enragés. Ce chiffre est supérieur de 5% à celui des décès sans traitement. S'il avait traité toutes les personnes mordues ou seulement toutes celles mordues par des chiens reconnus enragés, son palmarès aurait pu être au moins 3 fois supérieur, plus de 50 morts, un véritable record national. Donc ici, c'est la comparaison entre les morts habituellement sans traitement et les morts au sein de l'expérience de Pasteur, qui sont beaucoup plus, le nombre est beaucoup plus élevé. Je vous invite à relire du début jusqu'à la fin, à réécouter du début jusqu'à la fin ou à relire, si vous avez ce livre en main, cette première démonstration. Il est très documenté du début jusqu'à la fin avec le détail de chacune des expériences où il se pose beaucoup de questions. Donc 269 pages, hein, ce livre. Voilà. Ça, c'était pour une première introduction sur une des expériences de Pasteur en France. Je passerai ensuite à la page 94. Les vaccins. Prémisse à l'évangile pasteurien. Dans les années 1870 se met en place l'équipe de collaborateurs qui seront les artisans de la consécration finale de Pasteur. Infirme, celui-ci est incapable de réaliser la moindre manip. De plus, il n'est pas médecin et ne peut inoculer quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est donc à des serviteurs qu'il souhaite dévouer corps et âme que sont confiés les travaux pratiques, entre guillemets, et c'est eux qui aboutiront à la mise au point définitive des premiers vaccins. Donc il faut bien savoir que Pasteur, effectivement, n'était pas médecin, mais chimiste. L'histoire a oublié ces personnes donc dévouées corps et âme. L'histoire les a oubliées car, paraît-il, ses disciples ont préféré se fondre dans la gloire pastorienne au nom d'un idéal transcendant. Gageons plutôt qu'ils n'eurent pas le choix. Ce sont Charles Chamberlain, véritable artisan d'un vaccin stable contre le charbon, Émile Duclos, discret mais précieux conseiller du maître, le médecin Émile Roux, à qui l'on doit l'atténuation du choléra des poules et de la rage, Adrien Lenoir, neveu de Pasteur, qui écrira « Dès le premier jour, j'étais devenu sa chose, l'accessoire indispensable, dont il userait à sa guise, sans trouver ni résistance ni contradiction. » Cette attitude explique l'émergence tardive de certains témoignages qui font exploser une gangue de pieuses contre-vérités. Éternise quelque peu l'image du grand savant humaniste. Mais il semblerait que les temps sont mûrs pour une révision de l'historiographie concernant la science pasteurienne dans son ensemble. La vaccine a servi de modèle historique pour le raisonnement médical à partir de 1800 et de fondement pour une révolution médicale aujourd'hui confondue à la révolution pastorienne. Le modèle est-il valable? Nous savons à présent que la réponse est non, ce qui constitue la faille majeure du dogme vaccinal. Le contraste n'est-il pas saisissant entre la variole victorieusement combattue avant Pasteur et avant l'immunologie et nos modernes échecs face à de nouvelles infections malgré les progrès considérables de l'immunologie?
N'aurions-nous pas compris ce qu'est l'immunité? Peut-il y avoir progrès quand les axiomes de base sont faux, mais qui, en des temps si troublés, aurait pu résister à la tentation de la généralisation, qui aurait douté avoir découvert là une loi naturelle universelle? Alors, c'est vrai que dans la fin des années du 19e, au niveau social, c'était quand même une grande misère, et c'est là-dessus que les expériences de la vaccination sont arrivées. Puis j'ajoutais en commentaire: au déclin d'un siècle traumatisé, la vaccination va apparaître comme une pratique authentiquement démocratique, dont la signification sociale serait bien perçue et amplifiée par les opposants aux régimes successifs. Assaillie par le mal, le microbe, l'allemand, déjà à l'époque, la nation doit se serrer les coudes et développer une forte éthique de solidarité, laquelle permettra d'imposer ultérieurement la généralisation et l'obligation vaccinale. L'antique variolisation réservée à l'aristocratie sera remplacée par la vaccination populaire, et le citoyen digne de ce nom sera dorénavant majeur et vacciné. Pasteur va imposer à tous sa prétention mégalomane à imiter la nature, à reproduire l'immunité durable des infections naturelles par la production industrielle de virus vaccins atténués, à laquelle il va consacrer son laboratoire de la rue d'Ulm. Le premier embryon de multinationale vient de s'implanter vigoureusement dans la matrice d'une toute jeune démocratie. Il est possible d'assigner une date de naissance au mythe vaccinal et à la légende pasteurienne. Âgé de 59 ans, hémiplégique depuis 13 ans, c'est en 1881 que Pasteur crée le néologisme vaccination et expose son principe: provoquer une forme atténuée de la maladie pour prémunir de la forme grave. Avec son sens de l'opportunité politique, il a coulé dans ce terme syncrétique un passé qui ne lui devait rien, un présent fort mince et un avenir immense, mais totalement inconnu, lequel avenir pourrait s'avérer être un no future, pas de futur, un no future pour quelques générations sacrifiées. Que signifie provoquer une forme atténuée de la maladie? Éviter la phase aiguë d'une maladie ne signifie absolument pas ne pas faire la maladie du tout. Nous prenons conscience aujourd'hui qu'il s'agit de soumettre l'ensemble des populations à un ensemble de maladies chroniques évoluant à bas bruit, sans doute le fondement de nos modernes maladies de civilisation. Nous passerons donc à la page 166, toujours de cette même édition de 1998. J'ai la première édition en main, on en est à la 4e comme je vous le disais en début. Page 166, une guerre sans merci et sans fin. Que sont donc ces virus, et tout particulièrement ces nouveaux virus dont on parle beaucoup aujourd'hui, responsables de pathologies foudroyantes, de multiples maladies émergentes inconnues il y a seulement 10 ans, de nouvelles épidémies qui nous guettent et du retour de grandes épidémies de jadis? La réponse officielle est simple: ils sont les ennemis publics numéro 1 de l'humanité. N'est-il pas temps d'être non plus en compétition mais en coévolution, dans l'harmonie des complémentaires plutôt que dans l'antagonisme des contraires? Surtout, n'est-il pas hasardeux d'appliquer au non-humain des notions morales qui ne sont opérationnelles qu'à l'intérieur des cultures humaines? Le bien et le mal existent-ils dans la nature ou seulement dans les représentations que l'homme s'en fait? L'étude du contexte historique très particulier dans lequel Pasteur et Darwin sont nés et dont ils ont subi les conditionnements nous a éclairé sur l'origine de ces conceptualisations fondées sur la peur, la cupidité et l'ignorance, et qui aboutissent à l'élaboration d'un discours sur le mal entièrement subjectif et profondément névrotique. C'est pas rien comme réflexion du docteur Ancelet. Il continue donc en citant certains scientifiques.
La première perception du microbe fut l'hostilité, affirme la microbiologiste Lynn Margulis, dont je vous parlais par ailleurs dans d'autres vidéos. Pasteur et Koch ont contribué significativement à nous entraîner sur la pente idéologique de la guerre des micro-organismes, confirme le sociologue et anthropologue Daniel Napier. Et il s'agit bien, en effet, d'une pure idéologie, autrement dit une conception du monde qui ne correspond pas forcément à la réalité de ce monde. Pourquoi de telles chimères demeurent-elles aussi prégnantes aujourd'hui, alors même que chez les immunologistes, l'idée se répand que le concept d'une bataille à l'intérieur du corps est par trop simpliste. Chez les immunologistes, donc, et non pas les vaccinologistes. C'est deux disciplines différentes. L'une ancienne, fin du XIXe siècle, l'autre plus récente, années 1950 et suivant. Pourquoi le langage médical reste-t-il totalement dominé par les métaphores guerrières décrivant un éternel affrontement entre le bon système immunitaire et les mauvais microbes? Qui a intérêt à maintenir une doctrine dont la date de péremption est depuis longtemps dépassée? Voici l'introduction de la lettre de l'Institut Pasteur de décembre 1995, publication destinée aux chercheurs engagés dans la lutte anti-infectieuse. L'article intitulé « Une guerre sans merci et sans fin », c'est comme ça que le paragraphe du livre du docteur Ancelet est aussi intitulé, pour y faire référence. Donc cet article intitulé « Une guerre sans merci et sans fin » est proposé dans la rubrique « Regard sur la recherche ». S'il fallait choisir une image se rapportant à la lutte contre les maladies infectieuses, ce serait à coup sûr celle de la guerre. Donc nous dit cette lettre de l'Institut Pasteur. Dans ce combat, on se trouve confronté à différents types d'armées ennemies, virus, bactéries et parasites pathogènes pour l'homme, c'est-à-dire responsables de maladies. Pour simplifier, mieux vaut évoquer ici les combats viraux et bactériens, des armées redoutables car souvent inépuisables et aux facultés de dissémination considérables. Et si certaines batailles ont été gagnées, particulièrement contre le virus de la variole, d'autres sont pour l'heure d'issue incertaine contre le sida, le paludisme, la tuberculose et contre certains virus particulièrement dangereux comme le virus Ebola. Fermez les guillemets pour citer cette lettre de l'Institut Pasteur. Donc le docteur Ancelet continue en commentaire de la citation de cette lettre. Voir des ennemis partout, cela porte un nom, paranoïa. Il est affligeant qu'un tel discours parfaitement infantile soit écrit par des scientifiques pour des scientifiques chargés en premier lieu de l'identification de plus en plus précise des bataillons agresseurs, à savoir les souches de bactéries ou de virus, entre guillemets. Quand on lit que, ouvrez les guillemets, d'un régiment viral à l'autre, par exemple, les uniformes changent et, au sein d'un même régiment, ce sont les insignes qui distinguent les troupes, fermez les guillemets. On pourrait penser qu'il s'agit d'un jeu de société dans un institut pour débiles mentaux. Les protagonistes sont personnalisés et mis en scène avec des mots qui semblent indiquer une conscience, une volonté de faire tantôt le bien, tantôt le mal. Et le terrain de bataille, c'est nous. Effectivement, comment ne pas sourire? Donc, c'était la page 168 pour terminer. Je peux encore vous lire un extrait de la page 217. Aspect biologique, l'illusion. Version officielle, ouvrez les guillemets, les vaccins permettent d'apprendre aux cellules du système immunitaire qui vont agir de concert à reconnaître les agresseurs et à en garder le souvenir et produire notamment des anticorps, missiles, en italique, qui vont atteindre les assaillants à des endroits précis de leurs uniformes et permettre une frappe chirurgicale extrêmement précise. Les vaccins ont donc pour objectif principal d'établir une formation militaire, en italique, des cellules chargées de la défense de notre organisme. Les vaccins servent également à éduquer les lymphocytes tueurs afin qu'ils reconnaissent l'ennemi. Les tueurs sont spécifiques, ils n'éliminent que les cellules infectées par l'agent ennemi.
C'était encore une citation de la lettre de l'Institut Pasteur. C'est vrai que ça fait sourire, hein, je commente un petit peu, pardonnez-moi, parce que le langage utilisé est très... voilà, je vous laisserai trouver les qualificatifs si vous aussi vous réagissez à cette terminologie voilà, qui ne semble pas très scientifique. On continue sur cette page 217. Vacciner est présenté comme un acte médical techniquement bien maîtrisé et donc anodin qui consiste à susciter préventivement une réponse immunitaire standard contre certaines maladies infectieuses courantes. Cette réponse est considérée comme toujours satisfaisante, toujours bénéfique pour la collectivité, malgré les quelques, entre guillemets, effets secondaires imprévisibles qui peuvent apparaître individuellement. Le but premier est l'obtention d'anticorps immédiatement opérationnels en cas de rencontre avec certains microbes sauvages jugés systématiquement pathogènes et qui viennent toujours de l'extérieur, hein, j'ajoute, comme si on était complètement hermétique et qu'on n'en est pas déjà à l'intérieur, j'ajoute encore. Je reprends la lecture. Le but premier est l'obtention d'anticorps immédiatement opérationnels en cas de rencontre avec certains microbes sauvages jugés systématiquement pathogènes. Et la réussite de la vaccination est donc étroitement liée à la présence dans le sérum de ces immunoglobulines spécifiques. En 1995, j'eus l'occasion, dit le docteur Ancelet, donc, de poser les questions suivantes à un aréopage de savants médecins venus prôner dans un forum la vaccination à outrance, ouvrez les guillemets, sachant que de nos jours, en France, tous les enfants de moins de 2 ans immatures sur le plan immunitaire reçoivent en moyenne une vingtaine de messages vaccinaux, quel sera l'état de leur système immunitaire dans 10 ou 20 ans? Et que se passera-t-il s'ils sont alors confrontés à un germe résistant aux antibiotiques ou à une maladie virale type Ebola? Il y eut alors un très grand, très lourd et très long silence. J'ai compris qu'il s'agissait vraisemblablement d'une question pertinente. Aucun des éminents spécialistes présents n'ouvrit la bouche, alors que je m'attendais à un tollé général duquel aurait surgi quelque chose du genre « il n'y a aucun problème ». Finalement, l'un des officiels me fit cette réponse étonnante devant plus d'une centaine de médecins. Nous n'en savons rien. Plus tard, il ajouta, nous savons que nous sommes allés trop loin, mais il est trop tard, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Pour la réponse de cet imminent spécialiste. Je termine le paragraphe. Sur les plans biologiques, nous considérons que la vaccination est un leurre qui affole puis paralyse le système immunitaire. Ce désespoir immunitaire est lié à l'injection simultanée de multiples antigènes modifiés de toxiques puissants, les adjuvants de l'immunité. Nous avons abordé cet aspect en étudiant les réponses cellulaires et humorales induites à contretemps chez des sujets trop jeunes. Même si dans l'avenir il est décidé de pérenniser le principe vaccinal, il faudrait au préalable dénoncer les méfaits de la vaccinologie moderne, résumés en quelques mots. Trop tôt, trop souvent, trop brusquement, trop à la fois. Voilà pour le paragraphe de la page 218. Et voici donc la conclusion du docteur Ancelet, page 227. Conclusion. Un pour tous ou tous pour un. Est-ce que vacciner massivement les populations a amené une amélioration globale et durable de l'état de santé physique et psychique? Objectivement, la réponse est non. Nous nous considérons comme les maîtres de la planète et pourtant nous sommes atteints de maux nés au plus profond de nous-mêmes, détruits sans recours, comme des machines hors d'usage, peu à peu déconnectés et mis au rebut par des infiniment petits qui sont nos grands ancêtres, les maîtres d'œuvre de cette création qui permet l'émergence de notre conscience. Un pour tous, au niveau de l'évolution, la disparition de certains individus peut avoir un sens si le groupe survit et s'en trouve renforcé. Tous pour un, la surprotection médicale n'est-elle pas en train de détruire des espèces pour sauver quelques individus? Est-il cohérent d'induire des maladies chroniques chez tous les enfants du monde?
dans l'espoir vain d'éviter que certains meurent précocement d'une maladie aiguë. Ça, c'est pour répondre donc au fait qu'il faut une couverture vaccinale maximale pour éviter que les plus faibles ne meurent. C'est comme ça que c'est présenté. On ne peut pas en discuter comme ça en quelques minutes puisque c'est un des grands arguments émotionnels avancés pour taxer les personnes qui ne veulent pas se vacciner de personnes irresponsables. Ça mérite vraiment d'en discuter de manière beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus longtemps. Et voici donc la citation de Georges Grodek dans l'épilogue. Je terminerai par cette citation. « Ce n'est pas le médecin qui vient à bout de la maladie, mais le malade lui-même. » Pour en finir avec Pasteur, un siècle de mystification scientifique par le docteur vétérinaire Éric Ancelet, préfacé par le docteur Jean Elmiger et le docteur Jacques Lacaze, collection Résurgence.